Bonsoir à tous, chers internautes, chers téléspectateurs de Zaï Télévision. Vous êtes sur votre émission Le Monde en 52 minutes. Ce jour, nous irons au Gabon, au Guatemala. Nous allons faire une petite escale technique pour prendre les échos du Royaume-Uni. Nous irons en Inde et nous allons terminer par la Syrie si le temps le permet. J'ai 3 personnes avec moi cet après-midi. Hamzat Abdoulaye, il est expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Également avec moi, Joël Guédegbe, expert en gouvernance. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Le dernier panéliste, c'est Adebada, juriste. Bonsoir, monsieur Bada. Bonsoir, Tatiana. Le premier sujet de cet après-midi nous conduit droit en Afrique centrale. Nous allons au Gabon. Modification de la loi électorale, un nouveau changement de règles au cours du jeu. Une nouvelle loi électorale modifiée le 13 juillet 2023 du côté du Gabon par le Sénat. Hamzat. Je ne vois rien de surprenant dans cette modification. Nous sommes bien au Gabon, de surcroît en Afrique centrale, qui est l'enfant pauvre. Comme quoi en Afrique centrale, c'est leur dada préféré. Oui, c'est la région que je vais dire qui est l'enfant pauvre de la démocratie africaine en réalité. Donc ça ne surprend personne. Parce qu'on ne change pas les chefs d'État par là-bas. Non seulement ça... Il y a élection ou pas? C'est quoi les règles de la démocratie? Il y a élection ou pas? Il y a alternance? Alors, la particularité en Afrique centrale, c'est qu'il n'y a pas élection. Ou du moins, quand il y a élection... Il n'y a pas élection? Ou du moins... Mais j'ai souvenance qu'il y a toujours des observateurs. Bien sûr, je peux comprendre vos appréhensions par rapport à la question, parce qu'on sait pourquoi. Mais non, pour être plus sérieux, pour revenir à la question, c'est que le Gabon, à l'instar des autres États de l'Afrique centrale, préfère une certaine conservation, je vais dire, du pouvoir central. Et le pouvoir central, ça n'a pas changé en réalité. Peut-être le prénom a changé en temps, mais au niveau de la gouvernance, rien n'a changé. Et quand on prend le bilan du chef de l'État et de son parti au pouvoir, c'est plutôt un bilan catastrophique. Et c'est aussi ça, je vais dire, ce qui est normal en Afrique centrale. C'est-à-dire beaucoup de projets, beaucoup de propositions, beaucoup de plans de campagne en début d'élection. Et à l'arrivée, zéro, rien du tout. Et quand nous allons parler je vais terminer en disant, quand on prend le projet de campagne du président quand il a, enfin, à sa réélection en 2018, eh bien, il avait proposé ou fait la promesse de plus de 105 plans de sortie, enfin, de bonne gouvernance, etc. Mais à l'arrivée, il a à peine exécuté 30 projets, à peine 30 projets. Et ça dénote aussi le laxisme au sommet de l'État et cette réélection s'annonce déjà comme fantoche. D'accord. De toutes les façons, nous allons revenir au cours du débat. Alors, monsieur Joël Guédegbe, dites-nous un peu, vous qui êtes quand même un expert en gouvernance, la présidentielle au Gabon, c'est dans 6 semaines. Hier déjà, nous avons 27 candidats qui ont pu déposer leur candidature pour cette présidentielle. Alors, selon vous, l'expert que vous êtes, que cacherait cette modification de la Constitution à 6 semaines? Je prendrai les 2 volets de votre question parce que on parle autant des gouvernants que de ceux qui aspirent à les remplacer. Et donc, en commençant d'abord par ceux qui aspirent à les remplacer, vous parlez déjà de 27 candidatures, dont peut-être une bonne moitié viendrait de l'opposition. Dans un système électoral, dans un système qui est basé sur une élection à un tour, c'est déjà très mal parti pour ceux qui prétendent challenger et celui qui est en place. S'il n'y a pas un effort d'union, un effort de mise en commun, ben, d'accord, ils vont faire chacun des scores qui les flattent, mais ils ne pourront jamais challenger celui qui est là, même sans fraude. C'est eux qui coupent les bâtons pour se faire battre, déjà. Et il y a quelques années, je prends l'élection précédente, où ils ont pu faire un tant soit peu l'union autour de M. Jean Ping. On a vu le résultat que ça a donné. Ça a challengé le pouvoir et sur quelques petits milliers de voix. Et donc, il a fallu de la médiation internationale pour arriver à stabiliser. Je crois que M. Ping s'est même autoproclamé président sur la foi des PV. Oui, parce qu'à l'époque, c'était la mouvance à l'époque, hein.
On s'autoproclamait président. Bon, encore que là, c'était plus ou moins un match amical dans la famille entre deux beaux-frères. Match amical arbitré par l'épouse même de l'un, enfin l'ex-épouse de l'un à la Cour constitutionnelle. Mais pour revenir maintenant à ceux qui sont les plus en cause, apparemment, parce que ayant le pouvoir, tripatouillant à volonté, presque naturellement, comme laissait entendre Hamzat, il est regrettable que des modifications des règles du jeu interviennent en cours de partie quand il n'y a pas consensus. En Afrique de l'Ouest, au moins au niveau de la CEDEAO, à travers le protocole additionnel pour la bonne gouvernance et la démocratie, l'idée était que les changements ne sont pas interdits, mais à condition que, à 6 mois des élections, on ne touche plus les choses. Déjà pour l'électeur qui a besoin de s'y retrouver, et le code électoral est assez touffu, divers. Oui, mais comme l'a dit Hamzat tout à l'heure, c'est la région pauvre de l'Afrique. Est-ce que là-bas, les électeurs ont vraiment besoin de se retrouver? Non, bon, on fait les élections, on prétend que c'est le suffrage universel. Donc, on prétend que c'est effectivement le peuple souverain qu'on cherche, c'est de lui qu'on cherche l'onction. Donc, quand on dépasse ce niveau et qu'on revient maintenant au niveau des acteurs, on s'attendrait à tout le moins à ce que dans la foulée des engagements pris par M. Ali Bongo pour le dialogue, pour davantage de transparence, il a pu initier une concertation sur des modifications, enfin lui ou en cas la commission électorale. Et donc on aurait pu comprendre que des modifications techniques s'imposent, soient devenues nécessaires, toujours dans le sens de l'amélioration du processus électoral. Et je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain dans ce qui a été fait. Et il y a des choses intéressantes pour la transparence, mais ça a été fait unilatéralement, donc l'enfer étant pavé des meilleures intentions. Et bon, ils vont devoir supporter encore cette polémique de plus, alors que c'est à la limite en faveur des opposants et ce qui est en train d'être modifié. Alors, Monsieur Bada, je me retourne vers vous. Ce matin, vous qui êtes un juriste, hein, le fait que la société civile et l'opposition décident de contester cette modification, est-ce que ça changera vraiment la donne? Non, il faut rappeler que nous sommes en Afrique centrale et comme l'a dit tout à l'heure Hamzat... Comme quoi en Afrique centrale, ce sont des mauvais élèves de la démocratie, quoi. Et M. Ataï. Sauf Tatiana. Oui, il faut vraiment qu'on se dise, qu'on rappelle à l'opposition qu'elle est en train de jouer son va-tout, tout en sachant qu'il n'y aurait pas de résultat au bout du tunnel. Écoutez, aujourd'hui, ce qui se passe au Gabon est d'autant plus déplorable que l'Afrique continue d'envoyer des signaux négatifs. C'est vrai, on a déjà eu la malchance d'adopter la démocratie qui, apparemment, pour ne pas dire sur le terrain, s'avère ne pas être un système adéquat par rapport à nos réalités socio-culturelles. Mais à partir du moment où on l'a adopté, on l'a accepté, on doit tout faire pour jouer avec transparence et honnêteté. Aujourd'hui, nous avons un monsieur Bongo qui est malade. Appelons les choses par leur nom. C'est une moitié d'hommes actuellement qui essaient de se tenir debout. Vous êtes sérieux là? Ben écoutez, parce qu'il a du mal à se tenir debout, c'est une moitié d'hommes. Après un AVC... Le juriste est devenu expert médical. Ah ça? Non, en fait, non. En fait, c'est peut-être dur comme l'expression que j'utilise, mais c'est pour dire qu'à sa place, il aurait été plus avisé de se reposer, de se soigner et de récupérer toutes ses forces, parce qu'aujourd'hui il n'est pas à 100% de son potentiel. On ne remet pas en cause qui est l'homme, ni ce qu'il est capable de faire. Mais tout à l'heure, on a parlé de 105 projets, et sur les 105, on n'a que 30. C'est ridicule. Alors que il nous a promis beaucoup de choses, il a eu à faire d'autres choses dans le passé quand il se portait bien. Aujourd'hui, c'est plutôt son entourage qui dirige le Gabon. C'est pas lui qui dirige le Gabon. Et c'est son entourage aussi qui est en train de jouer à ce jeu de ping-pong avec l'opposition. L'opposition a beau tout faire, l'opposition n'aura pas raison. Parce que, malheureusement, dans les deux camps, il y a des gens qui sont à la fois des deux camps, qui mangent à tous les râteliers et qui sont prêts à piper... Des régimistes. Voilà. Et qui sont prêts à piper le jeu à tout moment. Donc, l'opposition doit pouvoir
s'unir et arriver à faire un tamisage vraiment conséquent, ce qui n'est pas évident parce qu'on ne connaît pas la couleur de tout le monde. Et aujourd'hui, la mouvance se dit, bon, je suis toute force, je fais ce que je veux, mais sans oublier que ça peut se retourner contre elle. Parce que c'est le peuple qui aurait le dernier mot. Si jamais le peuple gabonais décidait lui-même de surveiller les élections et de voir comment le processus s'est déroulé de bout en bout, ils auront du mal à tricher. Donc à partir de là, le peuple gabonais et la société civile ont une partition à jouer, mais il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. Si l'Africain ne décide pas de prendre son sort en main et attend toujours que ce soit les observateurs qui viennent déclarer de la recevabilité ou non d'une élection, nous serons toujours dans le même schéma. Alors, l'opposant Jean Ping a déclaré qu'il était non partant pour cette présidentielle. Hamzat Abdoulaye, dites-nous un peu, est-ce que le fait que Jean Ping ne prenne pas part à ces élections peut jeter un tant soit peu du discrédit sur cette élection? Déjà, ça illustre ce qu'est cette élection. Parce que, je le disais, je le répète, c'est une mascarade au Gabon, les élections. Cette fois-ci, on parle des générales, parce qu'il y aura à la fois les législatives et les locales également. Les locales et la présidentielle. Mais c'est un jeu de dupes. Et ça, Jean Ping a bien fait de l'assimiler aussitôt, parce que la dernière fois, il était allé aux élections, et sur la base du moins des bulletins, il était censé être le gagnant de cette élection. Il a gagné les grands électeurs. Mais au final, on a vu un peu ce que ça a donné, rien du tout. Donc participer à cette élection, c'est une façon de valider le processus électoral, c'est une façon aussi d'être d'accord par rapport à toute cette mascarade des lois qu'il y a depuis quelques jours, parce que c'est vrai, aujourd'hui, c'est au grand jour, mais la tentative de manipulation des lois à la veille des élections a commencé depuis plusieurs semaines. Et ça, il a compris et assimilé, donc il ne peut pas participer à cette élection. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est bien entendu par rapport à la classe politique des opposants au Gabon. Je me demande aussi à quel jeu ils jouent, parce que quand vous savez d'avance comment les choses se préparent et que vous savez techniquement la finalité, quelle est votre priorité? C'est de vous organiser, comme l'a dit Adebada, c'est de vous organiser autour d'un leader en partant d'une seule voie pour aller aux élections, pour au moins tenter de glaner quelque chose. Parce que là, il ne s'agit plus de gagner, mais de glaner quelque part du gâteau pour espérer être dans la machine politique de l'État ou du gouvernement. Puisqu'on parle d'élections générales, il faut savoir que la présidence s'est perdue d'office. Mais alors, par rapport au Parlement et par rapport aux postes locaux, eh bien, il y a quelque chose à prendre. Donc, c'est autour de ça qu'il fallait s'organiser, définir une stratégie et espérer quelque chose. Mais à 6 semaines, vous allez vous rendre compte qu'ils partent tous en rang dispersé, à la fois dans les médias, à la fois dans le débat politique, à la fois dans le programme politique, absolument rien de coordonné. Et ça, c'est plutôt mal parti. Et je finirai là-dessus en disant, Jean Ping est une personne avertie, mais malheureusement, il a en face... Il a été du système. Hein. Il a été peut-être du système, mais il faut savoir que depuis le début, il a une divergence politique et une divergence idéologique avec le pouvoir depuis le début. Ça, c'est pas parce que il est le beau-frère. Au départ de papa, hein? Alors, vous savez, en termes d'idéologie politique, il faut s'attendre peut-être à un grand événement pour se prononcer. C'est ce qui est arrivé certainement avec le départ du père Bongo. Mais je pense que Jean Ping garde la ligne par rapport à ce qu'il pense de ce qu'est la gouvernance au Gabon. C'est une catastrophe, la gouvernance au Gabon. Et c'est pas pour me mettre sur le même point de vue que Adebada tout à l'heure en parlant de l'état d'Ali Bongo. Mais Ali Bongo... Vous allez chuter par là. Hein? Je termine là-dessus en disant Ali Bongo a peut-être des défaillances liées à sa santé, mais dans le fond, il faut juger un chef d'État par rapport au fond, c'est-à-dire par rapport à son bilan. Quel est son bilan aujourd'hui? Négatif. Sur tous les plans, négatif. Des promesses de création d'écoles, aux promesses d'installation sanitaire, en passant par les promesses pour rendre le quotidien des Gabonais meilleur, échec. Et là, ça pose une question fondamentale. Les Gabonais qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'ils raisonnent
en matière d'enjeux politiques. On a tendance à comprendre que finalement, on a des Gabonais qui font tous de la politique et font du suivisme et du oui-wisme. Et ce oui-wisme les conduit où? Nulle part. D'accord. J'espère que la fin sera pour bientôt parce qu'on n'est pas sorti de l'engrenage. 7 ans, ce qui est sûr, 7 ans, c'est assez long. Oui, mais ce qui est sûr, c'est pas Hamzat Abdoulaye de décider, hein, c'est les Gabonais qui vont décider au soir du 26 août. Alors, je me retourne vers vous, Monsieur Bada, pour sortir de ce sujet gabonais. L'agitation de l'opposition et de la société civile a fait sortir le parti au pouvoir qui s'est prononcé par rapport à toute cette agitation. Alors moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que ces élections générales au niveau du Gabon ont un enjeu? Si oui, lesquels? Quels sont les enjeux? A priori, c'est une élection en enjeu parce que tous les postes sont à pouvoir et du niveau local jusqu'au niveau gouvernemental, en prenant toute la chaîne, il vaut mieux avoir des forces en présence que d'être absent. Alors l'opposition a tout à gagner en faisant tout son possible pour être dans le jeu électoral et gagner des postes. Toutefois, tenant compte du passé et tenant compte également de ce que le pouvoir en place n'a aucune envie de voir une opposition être au pouvoir, ils vont tout faire pour minimiser l'impact ou plutôt la réussite, la réussite en griffe de l'opposition. Donc, l'opposition a plutôt intérêt non seulement à s'unir, à s'organiser davantage pour pouvoir prendre le plus de postes possible en bas. Parce que même au niveau local, même quand les décisions vont venir, elles vont venir vers le bas. Et le bas doit répercuter ça au niveau de la population. S'ils arrivent à contrôler ce niveau-là, le haut aura des problèmes et sera obligé de composer avec une certaine opposition, quand bien même ce serait malgré eux qui le feraient. Donc, l'opposition au Gabon aujourd'hui a tout intérêt à ce que leur voix soit unie, vraiment unie. Ce n'est pas unie, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Hamzat, c'est pas en allant dans tous les sens, chacun de son côté, voulant tirer le drap pour lui. Il faut essayer d'être un peu comme la Jade du roi Guézo. Envoyez vos doigts pour fermer les trous et pour recueillir assez d'eau. C'est l'image qu'il faut renvoyer aujourd'hui à cette opposition gabonaise. Sinon, quoi qu'ils feraient, ils auraient du mal à s'en sortir parce que on dit souvent que celui qui a le pouvoir a la force et qu'il est difficile de combattre celui qui a le pouvoir. La seule personne capable de combattre efficacement ce pouvoir, c'est le peuple. Mais on se rend compte que le peuple gabonais n'est pas suffisamment outillé pour aller dans le bon sens. Et malheureusement, dès qu'ils ont l'impression qu'un besoin est satisfait, ne serait-ce qu'à court terme, ils pensent avoir gagné, alors que nous sommes dans du long terme. Ils n'envisagent même pas le moyen terme. Donc, à partir de là, l'opposition aura vraiment du mal à s'en sortir, à moins qu'elle trouve un moyen ou elle trouve des projets sociétaux qui permettraient à la population d'envisager autre chose et de se rendre compte que son bonheur est à sa portée. Alors, après le Gabon, nous nous rendons en Amérique centrale, toujours pour parler des élections. Les Gabonais vont voter, mais au niveau du Guatemala, on a déjà voté. Et il y a une incompréhension autour des résultats du premier tour. Alors, les résultats du premier tour ont été validés par le tribunal suprême du pays avec un gros mais, M. Ataï Guédégbé. Oui, est-ce que c'est forcément les résultats du tribunal électoral qui sont le problème? Je crois qu'il y a plus grave, on parlait du tripatouillage, et là-bas également, on n'en est pas loin. Et déjà, je dirais même qu'on n'est pas loin d'une république bananière. Par contre, ils ne sont pas de l'Afrique centrale. C'est l'Amérique centrale. Mais c'est quand même l'Amérique centrale. N'est-ce pas? Donc c'est toujours le central. Et donc, il y a quand même beaucoup de tensions dans ce pays. Nombre de candidats d'abord majeurs ont été disqualifiés ou étaient sur la touche. Et ceux qui vont au second tour et ont à peine 12% chacun. Donc ça indique à suffisance la fragmentation de l'électorat, premièrement. Mais voilà qu'on arrive à des volontés de disqualification et par tous les artifices, y compris le concours de la justice, où on voit encore que, et c'est un indicateur de non-transparence, de non-démocratie ouverte, et quand la justice est ainsi se convoque comme ça ou est instrumentalisée alors qu'on est déjà de plein pied dans la compétition, il y a définitivement mal donne.
Et tout cela ne se fait malheureusement pas en vase clos. La question est de savoir finalement ce que dira le parrain américain, le parrain des États-Unis, qui observe, qui décide également parfois de qui est narcotrafiquant. Et qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas, qui est fréquentable, qui est... Et qui ne l'est pas aussi. Bon, donc, il y a également cette induction, en quelque sorte, de l'étranger, et pas de n'importe quel étranger. On n'a rien entendu de la part des États-Unis. Laisseront-ils les choses se faire pour récupérer ce qu'il y a lieu d'être? Ou alors, est-ce que la rue va décider de passer outre les urnes pour dire finalement son mot? Parce que à cette allure-là, c'est pas satisfaisant. Je ne vois rien de tangible qui en sorte, malheureusement. On risque même d'avoir un candidat au second tour dont l'ensemble du parti est disqualifié. Mais où est-ce qu'on va avec ça, hein? Alors, le pays tout entier a été surpris par la victoire du socio-démocrate Bernardo Arévalo. D'abord, dites-nous pourquoi et quelle est la lecture que vous faites de cette situation d'incompréhension qui règne au niveau du Guatemala. Alors, Bernardo Arévalo, avec son parti Semilla, est un socio-démocrate. Et déjà, à la base... Comme Torres, hein? Ouais, tout comme... Exactement, tout Torres. comme son désormais principal challenger, Sandra Torres. C'est pas idéologique. Je crois que si les socio-démocrates reviennent à la page aujourd'hui, c'est déjà un signe manifeste de l'échec du gouvernement qui est beaucoup plus axé à la droite. Et ça pose plusieurs problèmes qu'on peut développer dans la suite du débat. Mais ce que je pense, c'est que le Guatemala rêve d'une alternance depuis plusieurs années. Et vous savez, c'est un pays qui est gangrené par la corruption, par le trafic de la drogue, bien entendu. Et c'est aussi un passage clé pour passer aux États-Unis ou au Mexique de l'autre côté. Mais je pense que ces élections, le nœud de ces élections, c'est la lutte contre la corruption. Et ça, Bernardo Arévalo en a fait sa pierre angulaire lors des campagnes. Et je pense que ça a peut-être joué en sa faveur. Les Guatémaltèques ont plus ou moins marre de ce gouvernement au sommet de l'État qui protège les grands barons de la drogue, qui protège les plus corrompus de l'État, qui jouissent d'ailleurs d'une certaine immunité. Et je pense que c'était dans ce sens qu'a été créée cette cour spéciale. Oui, mais avant de poursuivre, Hamzat Abdoulaye, la question que je vais vous poser en tant qu'expert en relations internationales, est-ce que dans cette partie du monde, on peut se départir, on peut se défaire de ces cartels-là? Parce qu'ils ont toujours leur mot à dire. Je pense que si vous suivez la tendance aujourd'hui, que ce soit en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, la tendance est en train de s'inverser. Il y a beaucoup plus de gouvernements qui luttent contre le trafic de la drogue, qui luttent contre les barons de la drogue, qui luttent contre les cartels de la drogue. Et la courbe est en train de s'inverser. Ça va prendre du temps. Regardez le Honduras, par exemple, qui pendant très longtemps a été un État qui végétait dans le commerce de la drogue, qui protégeait les barons de la drogue, mais c'est progressivement en train de s'inverser avec le nouveau gouvernement. Et ce n'est pas qu'au Honduras que les choses sont en train de changer. Donc, il y a un mouvement global et collectif au sein des États de l'Amérique latine et de l'Amérique centrale qui fait en sorte que la tendance vis-à-vis de ces cartels de la drogue, comme vous le dites, est en train de s'inverser. Mais faut-il voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Telle est la question que je me pose. Et à ce propos, je pense que le Guatemala est en train de faire un bond en avant déjà avec les résultats de ces élections qui, par ailleurs, matérialisent une fragmentation de l'électorat avec le pourcentage relatif qu'on peut attribuer grâce à ces résultats. Mais de l'autre côté, je pense que le procureur spécial dont on parle, qui s'appelle Rafael Coruchiche, est en train de commettre une grave erreur manifeste parce que accuser en plein jeu électoral, bon, c'est pas une accusation au sens propre du terme, mais c'est quand même mettre une entorse grave au processus électoral. Une intimidation sans nom. Alors on se pose la question, est-ce que c'est une intimidation? Est-ce que c'est pour influencer le deuxième tour qui n'est plus loin? Ou est-ce que c'est une façon de lui faire une très mauvaise publicité? Alors, le temps nous dira comment ça va se dénouer, mais je crois que c'est plutôt mal parti à la fois pour Bernardo Arévalo, mais aussi pour ce procureur spécial, parce que finalement, si le peuple choisit
Bernardo Arévalo, je pense qu'il sera dans une très, très mauvaise posture. L'idéal est, pour moi, que le processus électoral puisse aller à son terme et ensuite, on verra les dessous de cette affaire. D'accord. Alors, les deux challengers, que ce soit Sandra Torres ou même Bernardo Arévalo, sont tous des sociodémocrates. Alors, quelles seront, selon vous, M. Bada, qu'est-ce qui fera la différence entre ces deux candidats si jamais Bernardo va toujours au second tour avec ce que le procureur spécial est en train de vouloir lui coller là? D'abord, il faut remarquer que le procureur spécial, il est dans une position très délicate. Il peut être suivi ou non par le peuple dans la décision qu'il a prise, ou il peut être complètement rejeté par ce dernier. Mais de notre côté, on peut empêcher Bernardo peut-être de se présenter au second tour, mais le peuple peut dire c'est de lui que nous voulons et non de Sandra. Ce qui voudrait dire que notre procureur, actuellement, il est un peu comme cocotte minute. À tout moment, ça peut exploser comme ça peut ne pas exploser. Il est devenu comme celui-là qui est infusible. Et c'est à lui de savoir comment gérer la situation. Alors, il s'est arrogé un rôle et nous espérons qu'il va pouvoir le tenir. Un. De deux. Les deux candidats que nous avons ne sont pas là pour une guerre idéologique. Ils vont faire la différence à travers leur projet de société, à travers leur vision de la société guatémaltèque et surtout à travers ce qu'ils proposent pour lutter contre la corruption, intégrer ou non les cartels et voir comment changer la donne en matière de domination de ces cartels-là. Il faut dire que nous sommes dans une société capitaliste qui a fait de l'argent roi. C'est ce qui explique la force des cartels. Maintenant, comment est-ce que les gouvernements, surtout les gouvernements d'Afrique du Sud, d'Amérique latine ou le gouvernement guatémaltèque, va pouvoir récupérer cet argent sans jouer au jeu de la drogue qui, est-ce que ça c'est possible, ça? Écoutez, j'ai la faiblesse de croire à un certain moment que si on légalisait l'usage de la drogue, ce serait beaucoup plus facile pour tout le monde. Parce que quoi qu'on dise, les firmes pharmaceutiques achètent de la drogue et mettent dans des médicaments à des doses infimes. La drogue nous est utile à un certain moment. C'est la dose qui fait la différence. Non, je ne dis pas ça pour encourager l'usage de la drogue. En anglais, médicament s'appelle drug. Voilà. Donc, alors, il faut reconnaître que c'est une substance utile, mais illicite. Donc, si on arrivait à trouver un moyen de contrôler un peu mieux ces substances, les cartels n'auraient plus autant de force qu'ils en ont aujourd'hui. Alors, le gouvernement guatémaltèque, quel qu'il soit, que ce soit Sandra, que ce soit Bernardo qui devienne président, il faudrait qu'il puisse trouver les mesures idoines pour profiter de la manne financière apportée par les cartels sans leur donner leur onction et sans les protéger à outrance, comme c'est le cas aujourd'hui où nous avons n'importe quel petit baron qui se prend pour le fils du président ou carrément le vice-président du pays, et que la population guatémaltèque puisse enfin trouver c'est-à-dire un semblant de bonheur. Parce que le mieux vivre, c'est un processus. Et c'est un processus dynamique. Ça dépend de chacun. Je peux avoir un mieux vivre aujourd'hui qui deviendra obsolète demain. Donc, il faudrait rentrer dans ce processus pour aider le peuple à atteindre ce mieux-être que nous souhaitons tant. Mais les deux vont devoir se battre au niveau de leur projet, au niveau de leur vision et au niveau de leur ambition pour leur pays. S'ils réfléchissent par rapport à leur ego, ils vont échouer, mais il faudrait qu'ils puissent embrasser autant faire que se peut l'ambition de tout le peuple guatémaltèque. Ce n'est pas évident, mais ce n'est pas impossible. Voilà, l'escale de cet après-midi nous conduit au Royaume-Uni, d'où les échos du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni essuie de multiples grèves depuis quelques jours et ce qui rend vraiment la situation difficile. Alors, pour y remédier à cela, le Premier ministre a décidé que les étrangers, les travailleurs étrangers, devront désormais mettre la main à la pâte, Joël. Oui, disons que du point de vue de la citoyenneté, cela aurait pu se comprendre, mais il y a nettement de la discrimination. Et c'est là que ça commence à poser problème, puisqu'on cible de manière démagogique
et méprisante les immigrés. Il est vrai qu'au Royaume-Uni, les immigrés étaient déjà appelés à contribuer spécifiquement pour le bénéfice de certains services. C'est pas vraiment ce qu'on a dans les autres pays. Ceci étant, stigmatisé à ce point, les immigrants, en faisant même d'eux la vache à lait qui devrait concourir à l'augmentation des salaires des fonctionnaires britanniques. Des fonctionnaires britanniques qui sont en grève dans certains secteurs, notamment la santé particulièrement et un peu l'éducation, et tout sauf responsable. C'est de la démagogie, c'est à la limite du racisme et c'est à tout le moins intenable. Et moi, je ne vois pas où est-ce qu'on va avec ces gouvernements qui sont de plus en plus populistes et démagogues. On avait eu Boris Johnson, mais là, c'est à peine mieux. Et ça vient en plus de quelqu'un qui est d'origine étrangère. Et souvent, c'est malheureusement les plus... c'est souvent eux qui sont les plus zélés dans les politiques anti-immigrés, peut-être pour mieux signaler que eux ils seraient déjà complètement intégrés et différents. Il n'empêche, je ne vois pas comment cette mesure-là pourrait prospérer, et s'il ne sait faire, cela écourtera son passage à la tête du gouvernement. Parce qu'il y a des valeurs quand même importante malgré les difficultés économiques et on ne peut pas tout mettre sur le dos des pauvres immigrants. Alors aujourd'hui, cette annonce, c'est quand même en quelque sorte la contrepartie de l'augmentation des salaires des Britanniques. Alors moi je me pose la question de savoir, est-ce que le Royaume-Uni sera toujours cet Eldorado pour les immigrants? Parce que quand on sait que tous les immigrants, quoi qu'on dise, ils rêvent toujours, quand ils décident d'émigrer au lieu du vieux continent, c'est toujours le Royaume-Uni qui est toujours en tête de liste. Alors, je pense déjà que le célèbre Pierre Asner ou encore Bertrand Badi seraient d'accord avec moi quand je dis souvent que après la Deuxième Guerre mondiale, 3 choses ont été mal gérées: la décolonisation, la mondialisation et la chute du mur de Berlin. Et la mondialisation mal gérée a occasionné quoi? Ces immigrations, parce que les gens immigrent ou cherche un lendemain meilleur. Quand vous parlez d'Eldorado, ce n'est pas l'argent qui attire forcément. C'est parce qu'il y a eu des disparités économiques et sociales. Quand vous prenez le revenu brut d'un Malawite, qui est par an, le PIB brut par habitant d'un Malawite est cantonné maximum entre 600 et 800 $ par an. Alors qu'en Angleterre, par exemple, vous êtes à plus de 20 000 euros, 20 000 $, c'est quand même énorme comme différence. Alors face à ça, et aussi si on ajoute le bilan désastreux de ces États en Afrique qui cantonnent dans la guerre, dans le désastre politique aussi, additionné aussi à la crise climatique depuis quelques décennies qui s'est ajoutée à la balance, eh bien ça crée une certaine façon, pour les peuples qui cherchent un lendemain meilleur, ça crée ce désir d'aller ailleurs pour mieux vivre, pour mieux être aussi. Mais le problème, c'est que les Occidentaux n'ont jamais intégré ce que c'est une bonne immigration. Parce qu'une bonne immigration, par ailleurs, c'est ce que devrait être une très bonne mondialisation. Et assimiler une bonne mondialisation reviendrait à quoi? À tirer profit et bénéfice de toute immigration. Or, les Occidentaux, zéro par rapport à ça. Et contrairement à ce que beaucoup pensent aujourd'hui, je crois que cette mesure est plutôt un bon signe. Un très bon signe. C'est-à-dire, le gouvernement de Rishi Sunak, du Parti conservateur, a trouvé le stratagème pour tirer profit de l'immigration. Et c'est ça ce qui devrait être vécu. Moi, je ne suis pas d'avis, au même titre que ceux qui pensent que non, c'est une façon de transformer les immigrés en vaches à lait ou des terminologies similaires. Non, non, non. Moi, je trouve que les Britanniques ont aujourd'hui trouvé, c'est un début. C'est peut-être encore trop dur, mais il faudrait trouver le moyen pour que ce soit, exactement, pour que ce soit assimilé ou assimilable par les immigrés, parce que c'est beaucoup trop dur pour l'instant. Mais c'est le meilleur moyen pour tirer profit de l'immigration. Et tirer profit de l'immigration, c'est pas seulement payer des taxes, c'est pas que les immigrés vont plus payer de taxes ou avoir
des sommes plus élevées quand il s'agit de prendre soin de leur santé, etc. Non, eux aussi, ils gagnent aussi parce que dans ce contexte, ils sont mieux acceptés dans le pays puisqu'ils contribuent de façon active à l'économie du pays dans lequel ils sont. Écoutez, les immigrés, pendant très longtemps, ils ont toujours voulu dormir aux frais des États dans lesquels ils sont gratuitement bénéficiés. Donc, pour vous, c'est fini les frais de la princesse. Il faut s'attendre à ce que ça soit terminé et que tout le monde puisse travailler, même quand vous êtes ailleurs. Et là, vous participez à l'économie globale du pays dans lequel vous êtes et dans les mentalités, vous êtes moins rejetés. Pourquoi les populations occidentales, c'est vrai, les populistes aujourd'hui ont pris beaucoup. Oui, et je chute là-dessus, c'est-à-dire il y a une montée du populisme, ça on ne le nie pas. Pourquoi il y a cette montée du populisme? Beaucoup n'expliquent pas la raison de cette montée. Ce n'est pas que politique, mais c'est parce qu'il y a une vague migratoire qui est plutôt calquée sur un modèle de profiter des taxes ou plutôt des impôts des autres qui payent les impôts. Donc, je pense qu'avec ça, la tendance va... Non, le discours d'Amzat, sincèrement... De toutes les façons... Je finis vous avez même déjà fini, M. Amzat, parce que ce n'était pas l'un des sujets principaux, c'est juste une escale, comme on dit. Et pour sortir de cette escale, très rapidement, M. Adebada, est-ce que vous croyez que cette solution du Premier ministre sera payante à la longue, quand on sait quand même que rien que pour le mois dernier, le Royaume-Uni a connu un taux d'inflation de 8%. Cette solution ne va pas prospérer pour la simple raison que déjà, il faut remarquer, Amzat l'a dit tout à l'heure, qu'elle a parlé de la mondialisation, de la décolonisation, de la chute du mur de Berlin qui ont été mal négociés. Il faut rappeler aussi que les Occidentaux ont profité des autres pays d'où viennent les immigrants aujourd'hui. Et nous avons eu nos ancêtres ou nos grands-pères qui sont allés mourir pour des guerres pour eux dans leur pays. Et aujourd'hui, ils n'ont même pas fini de payer ce qu'ils nous doivent pour aujourd'hui demander à ce que nous payions autant pour eux. Écoutez, je ne suis pas, écoutez-moi, je quitte ma peau de juriste et tout, je parle en tant qu'être humain. Écoutez, quand vous êtes... Pour votre information, c'est juste une escale. Oui, c'est juste une escale. Vous répondez rapidement à ma question. Cette escale. Non, monsieur Bada, avec votre permission, vous répondez rapidement à ma question et on sort de ce sujet très calmement pour pouvoir parler Voilà, d'accord. Je vais chuter dans quelques secondes, dans quelques minutes. Pas quelques minutes, dans une minute. Allez-y, monsieur Bada. Écoutez, le problème est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. On a l'impression que c'est une décision qui est prise pour régler une situation. Mais on ne peut pas, pour quitter un contexte général, et prendre cela comme prétexte pour prouver aux gens qu'on est en train de vouloir les aider. C'est bien que tout le monde gagne plus. Nous voulons tous gagner parce que l'argent, aujourd'hui, est le nerf de la guerre, qu'on le veuille ou non. Mais on ne peut pas demander à une frange de la population de se sacrifier pour tout le monde. Tout le monde doit participer. Ça, c'est un devoir. Mais il faut trouver d'autres mécanismes pour cette participation-là. Parce que quand je vous rappelle l'histoire, quand je vous rappelle l'histoire, c'est tout simplement parce que on ne peut pas parler du présent sans s'en référer au passé. C'est la seule manière de définir un meilleur avenir. D'accord. Voilà le Premier ministre britannique, il est d'origine indienne, ce qui nous permet de chuter directement en Inde, un pays très difficile à cerner sur l'échiquier international. Ce pays a des multiples coopérations bilatérales et multilatérales, sud-sud, nord-nord. Alors justement, c'est un pays qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on peut mettre au niveau de l'échiquier. Joël. Non, il faut savoir d'abord, il faut se souvenir d'abord que ce fut la tête de proue des pays non alignés. Et donc, de ce point de vue, il survit une certaine tradition. Mais le non-alignement est devenu probablement multi-alignement ou multi-alliance. Et c'est un signe des temps, parce que chacun cherche aussi à tirer ses marrons du feu. Il ne faut pas rester éternellement dans des positions bloquées. Et donc, l'Inde démontre suffisamment ce qu'un pays peut faire, ce qu'un pays peut tirer comme avantage, des atouts qu'il a réussi à réunir. Pendant un moment, la population indienne était un boulet, comme la Chine
on ne parlait que de la Chine qui résolvait son problème de survie de la population. Mais tranquillement, l'Inde n'a pas moins réussi et je pense que la population indienne est en train de a déjà dépassé la population chinoise. Donc, ils ont fait la preuve de cette capacité à résoudre substantiellement ces problèmes-là. Il y a d'autres contradictions comme le sort des musulmans. Il y a même des problèmes régionaux avec le Pakistan, avec chacun qui a la bombe atomique. Avec les castes aussi. Les castes. Donc, structurellement, la société indienne ne se bouge pas forcément. Mais sur le plan international, c'est formidable ce que mène l'Inde comme politique aujourd'hui, de multi-alignement. On l'a vu, je crois, le Premier ministre indien était l'invité d'honneur du défilé du 14 juillet à Paris. Et tout ça, c'était parce que les Français ne demandaient pas moins que de leur refiler des contrats. Donc, ils sont devenus solvables, ils sont devenus désirables. Tout le monde a envie de se retrouver avec eux. Il est extrêmement intéressant de voir qu'un pays qui est pourtant rival de la Chine n'en est pas moins son allié sur certaines situations, et avec la Chine au sein des BRICS, et avec les États-Unis, la Chine, ou alors avec la France et la Chine, ainsi de suite. C'est un modèle, je crois, de débrouillardise sur la scène internationale pour faire un peu court. Mais c'est très subtilement, très habilement mené. Et je crois qu'ils n'ont pas tort de faire ainsi. La question que je vais poser tout de suite, elle est pour Hamzat, parce que c'est vous, l'expert en question de relations internationales sur ce plateau. Alors, dites-nous un peu, l'Inde a un Premier ministre qui est hyper actif diplomatiquement parlant. Alors, pourquoi alors l'Inde joue sur plusieurs tableaux à la fois? Déjà, Narendra Modi n'est pas l'égérie de la diplomatie indienne, non. L'égérie de la diplomatie indienne, c'est Jaishankar Subramanian, qui a développé d'ailleurs avec l'ancien ministre des Affaires étrangères pakistanais, Mahmoud Ubhaq, la politique, qu'est justement ce que souligne tout à l'heure Joël, qu'est le multi-aliment par rapport au non-aliment défendu par Nehru. Oui, mais aujourd'hui, c'est le Premier ministre qu'on voit, c'est lui qui va à gauche, c'est lui qui va à droite. Oui, mais même si l'autre a eu à faire, c'est un prédécesseur, mais aujourd'hui qui est à la page. Je n'en disconviens pas, mais la figure principale de ce multi-aliment, l'homme à la clé du travail dont on constate il faut bien que certains déserts c'est Jaishankar servent pour que nous venons planter. Oui, écoutez, je peux comprendre. D'accord. Je peux comprendre. Bah oui, il faut toujours des gens pour sacler pour que les autres viennent mettre les grains de maïs, des patates et que sais-je encore. Ce qui est certain, c'est que c'est une politique créée, fabriquée par Mahmoud Ubhaq et Jaishankar Subramanian. Mais dans le fond, parce que c'est le fond qui nous intéresse en réalité, le multi-alignement, ça a plusieurs avantages. C'est-à-dire l'avantage de n'être mêlé aux problèmes de vos partenaires ou de vos amis. En rien du tout, vous n'êtes pas mêlé à leurs problèmes, mais en même temps, vous coopérez, vous dialoguez, vous discutez avec eux. Et l'Inde a su tirer un très bon profit du multi-alignement. Aujourd'hui, l'Inde discute avec la Chine, qui est un ennemi historique de la Chine, et qui continue d'être une menace aux frontières des Indiens. L'Inde discute aujourd'hui avec la Chine, discute avec le Pakistan, ce qui semble quand même burlesque dans le sens historique. L'Inde discute avec les États-Unis, qui sont d'ailleurs un partenaire clé stratégique, mais en même temps discute avec la Russie. Et l'Inde aujourd'hui est sur le tapis rouge de l'Élysée. Et vous voyez un peu, c'est ça la vraie politique du multi-aliment. Préciser que la Russie est son premier fournisseur d'armement. Oui, c'est pour ça que même de ressources. L'Inde joue sur tous les tableaux. Absolument. Donc ça doit faire poser plusieurs éléments. Moi, je les mets tout de suite sur la table. Le premier élément, l'élément démographique. Et à contrario de ces chefs d'État africains qui disent limiter la démographie, pour quelle raison d'ailleurs, on ne saurait le dire, mais la démographie est un puissant moteur de développement. Plus vous l'assimilez, mieux c'est pour vous. La Chine a bien fait de l'assimiler, a bien fait de mettre à profit ce qu'est la force de la démographie. Le grand Zhou Enlai a littéralement mis en place une politique axée sur une forte démographie pour aller vers le développement. Aujourd'hui, le constat est là. La Chine
n'est plus cet État minimisé dans les années 90 par les Occidentaux, au contraire. Le facteur démographique, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que il faudrait réaxer la politique diplomatique de nos États, je parle surtout des États africains, vers le multi-aliment aussi. Il ne faut pas uniquement prioriser la France, uniquement prioriser l'Allemagne, l'Occident. Non, il faut diversifier le type de partenariat pour maximiser le plus de rendement possible. Et c'est de ça qu'il est question. Je pense que les populations, depuis les années 60 et après cette décolonisation qui a été mal effectuée, eh bien, s'attendent à mieux. Et le mieux, c'est quoi? C'est une politique qui puisse aller directement à leur profit. Et ça, c'est le drame, je vais dire, de ces États africains qui ne savent pas trouver le véritable levier. Exactement, pour régler les problèmes auxquels sont confrontés leurs États et leurs populations. Et je finirai sur le dernier point en disant que l'Inde, aujourd'hui, est incontournable sur l'échiquier international. Incontournable. Mais il y a une chose très importante qu'on doit souligner, c'est qu'à l'intérieur, l'Inde n'a pas fini de régler ses problèmes. Le problème avec les musulmans, ça reste, ça perdure. On parle même d'appel à des massacres. Au sein du parti au pouvoir, ça c'est quand même incroyable comme discours pour un État qui aujourd'hui est sur tous les premiers plans à l'international, mais qui à l'intérieur continue de faire face à ces vieux démons. Et je reste aussi prudent par rapport à l'intérieur indien. Le modèle intérieur indien, c'est un modèle d'un multipartisme en façade, je finis là-dessus, d'un multipartisme en façade, d'une démocratie en façade, mais qui donne en réalité toute la puissance à un seul parti. Et ce parti est au pouvoir, vous le voyez bien, depuis des décennies. Et ça, c'est un problème démocratique auquel les Occidentaux aussi veulent fermer l'œil, enfin, face auquel les Occidentaux veulent fermer les yeux, puisque c'est leurs intérêts. Voilà, ils ne pensent à leurs intérêts. C'est leurs intérêts qui en jeu. Merci à vous, Abdoulaye Hamzat. Le dernier sujet de cet après-midi nous conduit en Syrie. Passage de l'aide humanitaire. Damas autorise l'ONU à y accéder. Alors, Monsieur Bada, la question elle est pour vous. Après plusieurs refus, les autorités de Damas ont décidé de la réouverture du passage humanitaire. Oui, ils ont décidé de la réouverture. J'en parlerai bien parce que Bachar al-Assad a trouvé le moyen, tout comme l'a fait Modi, d'être en bon accord avec tous les pays. Bah non, là, lui n'est pas en bon accord. Donc, tu réponds à ma question. Non, tu ne reviens pas sur le sujet indien. Non, monsieur, madame, non, vous ne contournez pas, vous ne revenez pas sur ce sujet. On l'a clos avec monsieur Hamzat, donc vous répondez à ma question. Oui, je réponds à la question. En fait, Bachar, on sait que c'est un petit frère à Poutine. Tout le monde le dit. N'importe Sarkozy. Et aujourd'hui, avec la situation en Ukraine, avec la guerre et tout, Bachar, c'est pas un idiot. Et il y a le veto de la Russie qui lui permet aujourd'hui d'avoir même mise sur ce passage-là, ce passage qui était contrôlé avec l'ONU. Mais avec 6 mois, c'est lui qui donne l'autorisation. Ça voudrait dire que sous peu, l'ONU n'aura plus la main sur le contrôle de ce passage-là. Et nous voyons que la politique russe est en train de porter ses fruits. Alors, la bonne volonté de la Syrie n'est pas une volonté, comment on appelle ça, isolée. C'est une volonté qui entre dans la gestion, plutôt le management global des relations internationales. Et ça permet non seulement à Bachar d'être un peu plus accepté et respecté sur le plan international, ça permet à Poutine, quand il voudra avoir besoin de Bachar, d'avoir d'autres moyens de pression autres que ceux qu'il a aujourd'hui, parce que quand ils ont déjà permis à l'Ukraine de vendre un peu du blé, on dit ouais, que c'est à cause de nous les Africains qui avons besoin de blé, alors que nous pouvons cultiver chez nous, et ils font tout pour que nous ne le cultivons pas. C'est-à-dire aujourd'hui, vous vous rendez compte que dans tout ce qui se passe, il y a un positif que nous ne voyons pas. Le positif, c'est que si nous analysons bien ces situations, nous pourrons en tirer profit. Mais la plupart du temps, on ne nous laisse même pas le temps de réagir, de réfléchir. Ou plutôt, nous refusons de réfléchir parce que chacun pense à son intérêt immédiat. Et c'est ça le drame. L'Afrique centrale. Bon, Joël, dites-moi un peu. Que cache ce revirement à 100 degrés?
100 seulement. Ouais. C'est 360 degrés. Non, bon. Non. M. Bada vient un peu de le dire. Il y a, sur cette scène internationale, il y a des parrains, il y a des gens qui tirent les ficelles également. Donc, M. Bachar Assad, non pas que les Européens n'aient pas voulu l'adouber et l'avoir dans leur poche. M. Sarkozy s'était fait fort de lui offrir une visite d'État, lui quand même qui passe plutôt pour le boucher de la zone. Mais à l'arrivée, les Occidentaux ont ce cynisme opérationnel qui veut que si quelqu'un peut montrer des qualités de lieu tenant, enfin, si quelqu'un peut gérer la situation d'une manière ou d'une autre, on fait avec. On parlait des migrants tout à l'heure, il y a beaucoup de vagues d'immigration qui viennent de la guerre de l'État islamique et de la Syrie. Et donc, à certains moments, on préfère peut-être, entre la peste et le choléra, opérer quand même un choix. On a beau le présenter sous toutes les figures ou images lumineuses, il n'en est pas moins plus fréquentable encore que les autres qu'on a laissé se développer à un moment donné, dont on a espéré qu'il le challengerait. Et donc, chacun joue avec les armes qu'il a. En Afrique, on nous aurait parlé de droits humanitaires, de couloirs humanitaires. Bernard Kouchner serait monté au créneau, malgré le génocide qu'ils ont laissé s'opérer au Rwanda. Et donc... Bernard Kouchner, oui. mais ce n'est qu'en Afrique ils montent sur leurs grands chevaux pour parler des grands principes. Dès que c'est dans ces zones-là, c'est la réelle politique. Ils perdent leur langue. Ils la perdent complètement. Facilement le latin et de ce la côté Russie, de la terre. avec son droit de veto, en use à suffisance pour leur montrer également qu'elle a une capacité de nuisance. Ils n'étaient pas moins d'accord de voir la Russie aider Bachar à se maintenir. Oui. Et l'apport militaire de la Russie a été décisif pour la stabilisation du régime. Et donc, le jeu des relations internationales est vraiment tout sauf moralement. Voilà. Très rapidement, nous allons clôturer par Hamzat. Certains qualifient de ce geste des autorités de Damas de pas grand-chose. D'autres estiment que, comme un phénix, la Syrie est en train de renaître de ses cendres. Je pense que Bachar al-Assad est un peu le côté positif de ce qu'aurait dû être Saddam Hussein, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'il faut noter? Les deux sont du parti basse. Exactement, vous avez bien fait de le noter. Non, mais ce qu'il faut noter, c'est la résilience de la Syrie durant cette guerre qui n'est d'ailleurs pas terminée, mais la résilience de Bachar al-Assad, la résilience des Syriens qui ont traversé le désert avec le peu de moyens qu'ils avaient à leur disposition. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que la Syrie est en train vraiment de renaître de ses cendres. Dernièrement, au sein de l'Organisation des États arabes, eh bien, la Syrie occupe désormais une place respectable qu'elle avait perdue il y a quelques années. Et ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est que sur le plan international, la Syrie est aujourd'hui en train d'avoir de la voix. Et ça voudrait dire quoi? Que Bachar al-Assad a une possibilité, une infime possibilité, mais cette possibilité existe de pouvoir reconstruire son pays sur de nouvelles bases. Le quid de l'implication de Poutine? Bien sûr, on peut se poser la question parce que ça reste. Poutine a été aussi fondamental et un homme clé pour que la Syrie puisse tenir. Ce qui voudrait dire une chose, c'est qu'on a besoin d'une superpuissance qui puisse parfois prendre le contre-pied de l'Occident. Et ça permet de rééquilibrer le monde, parce que le monde était parti pour être unilatéral, avec une pensée unique, mais avec la Russie. Et cette guerre en Ukraine, qui fondamentalement est en train de changer la perception des choses, même en Afrique, même au fin fond des régions, au Bénin, ici, vous allez voir des gens qui ne pensent plus uniquement dépendre que de l'Occident. Donc, beaucoup de choses ont changé grâce à cette guerre. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, ça dépendra de votre point de vue, mais ça confirme une nouvelle fois que le malheur des gens fait le bonheur des autres. Malheureusement, le bonheur des autres. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de ZAE TV, la télévision de l'excellence, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi 16 juillet 2023. Nous sommes allés au Gabon, puis
Nous sommes allés au Guatemala, nous avons fait une escale du côté du Royaume-Uni où désormais, j'insiste là-dessus, hein, les travailleurs immigrés vont mettre la main à la pâte pour pouvoir payer les salaires des fonctionnaires britanniques. Nous sommes allés en Inde, un pays qui est très difficile à cerner sur l'échiquier international. Vous avez écouté les panélistes de cet après-midi, chacun a donné son point de vue et nous avons terminé par la Syrie qui est en train de renaître de ses cendres. Comment vous avez suivi Hamzat Abdoulaye qui l'a dit. Hamzat Abdoulaye, Joël Ataï Guédekbé, Adebada, c'était mes invités de cet après-midi. Je vous dis au revoir et retrouvons-nous le lundi prochain quand il sera 16h.